Bienvenue sur En ça, le podcast présenté par moi-même, Malika. Ici, je te parle en ça, en vrai de vrai, en réel, bref, en toute transparence. Je partage mes réflexions brutes, mes expériences perso, les leçons que j'ai pu en tirer, mais pas que. En solo ou avec mes invités, on discutera du passage à la vie d'adulte et de tout ce que ça implique, en particulier pour nous, les jeunes Mahorais. C'est parti pour le premier épisode. Je vais commencer déjà dans un premier temps par expliquer pourquoi j'ai choisi de parler de ça en premier, pourquoi j'en ai fait mon premier épisode. En fait, quand j'ai parlé de mon projet de podcast à mon petit frère, je lui ai demandé ce qu'il aurait aimé entendre. Et la première chose qu'il m'a dite, c'était j'aimerais que tu nous dises comment il faut être. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi directe, donc ça m'a fait sourire. Surtout que mon petit frère n'est pas trop du genre à me demander énormément de conseils. Allez, une fois, il m'a demandé ce que je pensais de l'amitié fille-garçon, mais c'est tout. Donc, quand il m'a dit ça, déjà, j'ai apprécié qu'il reconnaisse mon statut de Zouki, d'aîné. Et ça veut aussi dire qu'il me fait confiance pour lui dire quoi faire. Tout de suite, je me suis dit, en fait, je comprends d'où elle vient cette question. Franchement, l'adolescence, c'est hyper difficile. C'est comme si du jour au lendemain, tu commences à prendre en autonomie alors que jusqu'à présent, tu avais toujours été une extension de tes parents. Et c'est comme si ton identité, c'était plus d'être l'enfant d'eux, mais que là, ça y est, t'es un individu à part entière. Et ça vient forcément avec des responsabilités. Donc ça peut faire peur, ça peut inquiéter. Du coup, j'ai décidé que ça serait mon tout premier épisode et ça me permet aussi de donner le ton pour la suite de mon contenu. Comme ça, vous pouvez aussi comprendre ma mentalité. Donc je m'adresse en tout premier à mes petits frères, mes petits cousins, mes petites sœurs, mes petites cousines. Tous les jeunes qui sont en âge de comprendre ce que je vais vous partager. Prenez-moi comme une grande sœur, on va dire. Et pour les autres, je suis sûre qu'il y a 2-3 choses qui vous seront utiles. Vous pouvez prendre place aussi. Je vais quand même commencer par vous dire que je ne suis pas là pour vous dire qui vous devez être, pas là pour vous dire quoi faire. Déjà parce que personne ne devrait en avoir la capacité selon moi, mais aussi parce que c'est à vous de juger si ce que je dis c'est sensé, si ça va avec votre vision de la vie, votre manière de voir les choses, etc. Et surtout, pour les plus jeunes qui m'écoutent, c'est pas parce qu'on dit les choses avec une certaine assurance ou une certaine élocution que c'est vrai, que ça vous regarde ou même que ça marche tout simplement. Donc faites attention. Et je trouve qu'avant même de proposer un contenu qui concerne les jeunes, c'est important de le rappeler. Moi, j'aimerais bien qu'on soit tous autonomes dans tout ce qu'on consomme, sceptiques avec tout le monde. Et ça commence du coup avec ce que moi je partage. Donc bon, pour ce premier épisode, j'ai essayé, on va dire, de lister, de matérialiser certaines leçons que j'ai tirées du haut de mes 27 ans. Au vu de mes notes, ça va être assez long, donc prenez ce que vous trouverez utile et laissez ce que vous considérez comme superflu. Je vous en voudrais pas. Bien sûr, c'est pas une liste exhaustive, donc s'il y a d'autres conseils que vous jugez bon d'être mentionnés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou envoyez-moi un petit message, ça m'intéresse. On peut commencer. Mon premier conseil, c'est d'être curieux. Pour moi, c'est un conseil fondamental. Donc je commence par celui-là. Pour moi, vous devez être curieux. C'est une qualité. Et j'en suis consciente depuis assez jeune quand même, parce que je trouve que c'était une grande force pour moi. Je la citais toujours quand on me demandait de parler de mes qualités, de ce qui faisait que j'étais moi. Et donc moi, je pense que c'est important de l'être. C'est la curiosité qui va te pousser à te questionner, à interroger l'environnement dans lequel tu es, à apprendre et à comprendre aussi toutes les dynamiques. Donc non, c'est important. Et même, en fait, le mot pourquoi, il est juste tellement fort. C'est vraiment important de demander pourquoi certaines choses se passent, pourquoi certaines choses sont comme elles sont, etc. De questionner, en fait. Non, parce que pourquoi Je tiens à rappeler que faut bien faire la différence entre une bonne curiosité et le simple fait de fouiner dans la vie des autres. C'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui. Et je pense que le premier objet de votre curiosité, ça devrait être vous-même d'ailleurs. Soyez curieux à propos de vous-même, c'est la base. Premièrement, déjà, creusez juste pour comprendre vos passions ou les activités qui vous ressemblent. Par exemple, moi, j'ai toujours su que la cuisine, c'était mon truc. C'était mon trait de personnalité depuis le lycée. J'ai jamais arrêté de tester de nouvelles choses, même après avoir su que c'était mon domaine, parce que j'étais avide de savoir ou de trouver en tout cas d'autres choses qui me correspondaient. Donc j'ai testé différents sports. Je sais pas, l'année dernière, je me suis mise à la photo. Et maintenant, bon, 2025, c'est le podcast, I guess. Après, je conçois que c'est plus difficile pour d'autres de trouver le truc pour soi.
le truc qui va faire que vous ne verrez même pas le temps passer. Je pense qu'on en a tous. On a tous un truc dans lequel on est particulièrement bon ou même juste un truc qu'on apprécie. Moi, je vous dirais commencez par ça. Et soyez curieux de vous-même dans le sens, posez-vous des questions sur vous-même. Peut-être pour comprendre vos réactions ou comprendre vos émotions aussi. Vous vous demandez par exemple pourquoi vous avez réagi de telle façon dans une certaine situation ou pourquoi est-ce que cette émotion revient systématiquement dans un contexte X ou Y. Je trouve que c'est important d'apprendre à gérer ses émotions. Plus jeune on l'est d'ailleurs, mieux c'est. Et c'est un premier pas quelque part vers une introspection. Ça permet aussi de mieux comprendre et de mieux se comprendre, mieux se gérer. Et puis quand je dis gérer ses émotions, c'est pas juste être stoïque, être dans la retenue, non, enfin on est humain en fait. Moi je pense que c'est dans un sens de comprendre ses propres déclencheurs émotionnels. J'essaie de ne pas utiliser d'anglicisme, donc déclencheurs émotionnels, moi je dirais que c'est des triggers. Ce qui va faire que dans un certain contexte, vous allez être débordé par une émotion en particulier ou vous allez vous sentir particulièrement sensible. Donc essayer de comprendre d'où ils viennent, ça permet d'éviter de réagir sous l'impulsion. Et franchement, quand on y pense, la vie c'est une succession de dingueries sur dingueries. Des fois, il se passe des choses, c'est tellement grave que tu as besoin de péter un câble. C'est normal, faut péter ce câble-là pour encaisser le choc, I guess. Et une fois que tu as pété ton câble, en fait, il faut que ta vie reprenne. Il faut que ta vie reprenne, il faut que tu te gères. Donc, c'est quand même important de savoir ça. Et puis, on a de contrôle sur rien d'autre que nos émotions. Donc, au plus vite, on l'accepte et au mieux, ou au plus vite en tout cas, on se prépare et on appréhende ce qui nous arrive ou ce qui arrivera vers nous. On pourra en discuter un peu plus loin dans l'épisode. Et deuxième point aussi par rapport à la curiosité, c'est la curiosité des autres. Faut être curieux de ce qui nous entoure, faut être curieux de ceux qui nous entourent. Et en fait, c'est la base de notre culture. Et dans les cultures africaines, de manière générale, il y a vraiment ce truc de partage et de transmission par la parole. Que ce soit les histoires des anciens ou les légendes en mode allez, allez. Et je trouve ça trop important de comprendre d'où notre histoire vient. Questionner les parents aussi, les grands-parents. Puis si par défaut, ils n'ont pas eu ce truc de s'asseoir avec vous et de vous raconter comment ils ont vécu ou, je sais pas, l'origine de votre famille par exemple, posez-leur la question, je suis sûre que ça leur fera toujours plaisir. Et c'est toujours marrant d'entendre des anecdotes sur notre enfance ou même sur les autres, ça crée un lien hyper fort. Et ça permet aussi de pas juste se limiter à ses propres expériences, c'est tellement précieux. Même en plus, moi j'ai la démarche de... En fait, Mayotte, c'était comment avant? Parce que moi, j'ai 27 ans. J'ai vécu 17, 18 ans à Mayotte. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas connues. Et il y a un certain monde, on va dire, auquel je suis carrément étrangère en fait. Et je trouve que c'est important de ne pas se limiter juste à ses propres expériences. C'est précieux d'écouter ceux qui ont connu le Mayotte d'avant. Et peut-être que parmi nous, ça va inspirer quelqu'un à créer une œuvre, un livre ou une émission, je ne sais pas, pour retranscrire de manière tangible ce qu'on pourra transmettre aux générations qui viennent après nous. Je vous invite fortement à faire ça. Même le fait d'être curieux des autres, ça permet d'être moins dans le jugement et plus dans la rahma. En islam, c'est la miséricorde, c'est un concept hyper important. Rahma, c'est vraiment, en fait, comment tu vas prendre ton frère, ta sœur, vos proches, avec beaucoup de compréhension, ne pas être trop dans le jugement. Et je trouve qu'il y a beaucoup de conflits qui viennent du fait qu'on ne cherche pas à comprendre les autres, on juge assez vite. Moi, la première, franchement. Et pourtant, s'intéresser aux autres, c'est développer beaucoup d'empathie, ça évite les malentendus. Et moi, je trouve que je ne le suis pas assez et je devrais faire mieux, pour être complètement honnête. Je vais tirer des conclusions de manière assez hâtive sur les personnes que je rencontre. Et je trouve ça nul. Et c'est vraiment une mentalité que j'essaie d'abattre. C'est en moi par défaut. Donc bon, non, je trouve ça génial en fait d'être surpris par les autres. Et depuis que j'ai goûté à ça, j'apprécie davantage de parler aux inconnus. Alors c'est même pas dans ma nature, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier point pour moi, c'est qu'il faut être curieux de son environnement. Dans le sens où, en fait, faut s'intéresser à pourquoi le monde est tel qu'il est, pourquoi les dynamiques sociales, politiques, etc. sont telles qu'elles sont. Et pour m'attarder un peu plus sur la politique quand même, parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup.
qu'on s'y intéresse ou non, la politique, ça façonne nos vies. Et je trouve que ne pas se soucier de certains faits sociaux, des discriminations, des inégalités, c'est soit tu as suffisamment de privilèges pour ne pas en ressentir les effets, et tant mieux pour toi, j'ai envie de dire, soit tu manques crucialement de connaissances et tu penses que ça ne te concerne pas, alors que si, on est tous concernés. Et surtout nous, en tant que Mahorais, on le voit tous les jours, hein, à quel point les décisions politiques, ou en tout cas l'absence de décisions politiques qui nous prend en compte, impactent notre quotidien. Les problèmes d'eau, c'est politique. Le coût de la vie qui explose, c'est politique. La gestion de la crise après Chido, c'est politique, on l'a bien vu. Hein. Donc non, ne pas s'intéresser à la politique, c'est laisser les autres décider pour nous finalement. Et quelque part, ça a toujours été notre réalité. Il n'y a qu'à voir la loi d'urgence là qui vient d'être promulguée. Moi, j'aimerais bien qu'on nous dise quelles autorités locales ont participé à la rédaction de ce projet, qui a été consulté. Non, parce que la manière dont c'est complètement déconnecté de nos besoins et de nos demandes depuis des années, qui sont devenues du coup beaucoup plus urgentes avec le cyclone. Enfin, non, on peut pas continuer dans cette direction, je trouve, et c'est important quand même d'en parler aux plus jeunes. Si en fait, pensez à votre existence en tant que juste Mahorais lambda. Le Mahorais lambda, il est noir. Mahorais lambda, il est musulman. Après, c'est pas le cas pour tout le monde, mais par défaut, voilà, la majorité des Mahorais sont comme ça. Et en fait, notre existence en France, surtout dans la France actuelle, c'est intrinsèquement politique. Moi, par exemple, je suis une femme noire, je suis musulmane et je porte le voile. Ça veut dire que quand on me voit dehors, on a déjà toutes ces informations à mon sujet avant même que je ne prononce ne serait-ce qu'un mot. Ma simple existence dans l'espace public, c'est politique. C'est parti d'un sujet de débat sur un plateau télévisé à en devenir un problème en France, il faut le rappeler quand même. Et ça signifie pas non plus que ces attributs font ma personnalité, c'est pas ce qui me définit, c'est pas ce qui va vous définir. On a tous des centres d'intérêt, on a des personnalités qui sont nuancées, donc au-delà de juste être perçus par les autres, on est des individus à part entière. Mais moi, je me dis que si moi, je ne vote pas pour mes droits, si je ne signe pas des pétitions, si je ne dénonce rien, si je ne m'implique dans rien, en fait, je laisse les autres décider pour moi. Et c'est quelque chose que je pense, on ne peut pas se permettre. Ne pas se soucier de ce qui se passe autour de nous et être ignorant, on ne peut pas se le permettre. Après, bien sûr, surtout les plus jeunes qui m'écoutent, moi je suis consciente qu'on peut vite se sentir impuissant, on peut vite se sentir débordé. Quand on s'informe de toutes les crises sociales, des guerres, des conflits, rien que le fait d'avoir accès à l'info de manière continue, c'est difficile à gérer. Mais je pense qu'on se doit de prendre ce temps et je vais essayer de vous partager un épisode qui va vous guider et vous proposer des sources fiables, accessibles aussi, pour questionner, mieux comprendre et vous impliquer à votre échelle. Donc voilà, si je devais résumer ce premier conseil, soyez curieux, curieux de vous-même, curieux des autres, curieux du monde. C'est une clé hyper importante pour avancer et naviguer dans la vie d'adulte. Mon deuxième conseil, là je pense que je vais passer pas mal de temps dessus parce que j'estime que beaucoup de gens malheureusement n'ont pas eu la chance d'entendre ces paroles, n'ont pas eu la chance de s'en rendre compte par eux-mêmes, donc je vais passer beaucoup de temps dessus. Mon conseil numéro 2, c'est que l'estime de soi, le respect de soi, l'acceptation de soi, c'est la base de tout. Déjà, l'estime de soi, c'est se respecter. Avoir une haute estime de toi, c'est que tu te respectes, tu accordes de la valeur à ta personne, à ton individualité et à toi en tant qu'humain, mais surtout à celle des autres. Déjà, avoir une certaine estime de soi et un certain respect de soi, c'est que tu crois en l'importance du simple fait que tu te retrouves là où t'es, que t'existes en fait là où t'es. Et enfin, je sais que quand on est jeune, même là, jusqu'à aujourd'hui, il peut m'arriver de faire la blague de « Ah, mais moi, j'ai pas demandé à être là et tout, je me retrouve sur Terre. » Mais en fait, là, je m'adresse aux croyants en particulier. C'est important de se rappeler déjà que on est les enfants de quelqu'un, il y a eu une certaine intention dans notre existence. Et quand bien même c'était pas une intention de nos géniteurs, enfin de nos parents, quoi, c'est Dieu qui l'a décidé. Pour les musulmans, on parle de création d'Allah, au même titre que les autres êtres vivants, hein, que ce soit les animaux, la nature. Tout ça, c'est là parce que Dieu l'a voulu finalement. Et à se respecter en tant que création d'Allah, c'est une énorme responsabilité. Et je pense que si beaucoup mesuraient ça, il y a tellement de choses qui ne se passeraient pas dans ce monde parce que c'est aussi se rendre compte que la vie de ton voisin, elle est aussi intentionnelle, si ce n'est plus, et précieuse que la tienne. Vraiment.
Donc ça, c'est l'une des premières choses sur lesquelles il faut travailler quand on devient adulte. Également, ça permet de se faire confiance pour prendre certaines décisions. Déjà, je tiens à rappeler quand même que si par exemple tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, il y a déjà un tas de décisions que tu prends tous les jours tout seul ou toute seule. Quand tu vas en cours, c'est parce que tu as décidé. Quand tu sèches les cours, c'est aussi une décision. Quand tu fais des efforts pour améliorer tes notes, c'est encore toi qui choisis. Même les vêtements que tu portes quand tu vas en cours, c'est toi qui décides. Donc tous les jours déjà, tu prends des décisions. Elles sont pas nécessairement, c'est pas nécessairement des décisions intimidantes, cruciales, etc. Mais c'est des décisions. Tu fais des choix tout seul. Et je sais que, ok, tu as les profs qui sont là à ta disposition pour te donner des outils, des ressources, mais c'est toi qui vas faire le travail. Pareil pour la vie de tous les jours, c'est tes parents qui, en principe, t'ont donné les clés, et ils t'ont appris les bases jusqu'à un certain âge, en tout cas pour te faire confiance pour la suite. Il ne faut pas être intimidé par ça. Je sais que quand on vous parle du passage à la vie d'adulte, ça peut inquiéter, mais non, vous pouvez vous faire confiance. Il faut juste pas être convaincu que tout le monde sait forcément mieux que toi. Vous vous rappelez que vous êtes en mesure quand même d'avoir un certain libre arbitre, de décider pour vous-même, et faut pas se reposer sur l'approbation des autres, surtout pas. Et après, évidemment, il y a certains choix qui sont plus décisifs et délicats que d'autres, faut le dire. Donc dans ce cas-là, oui, tu consultes tes parents ou tu consultes d'autres personnes qui sont plus informées. C'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir des parents qui les soutiennent ou qui les encouragent, ou ne serait-ce que d'avoir des parents suffisamment informés pour les guider. Je pense que on se doit aussi d'en discuter parce que pour moi, vous devez avoir les clés, les ressources pour vous orienter convenablement et vous sentir à l'aise finalement dans vos décisions. Ensuite, troisième point aussi dans le fait de s'estimer et de se respecter, c'est croire en son intuition et en son jugement. Je voulais en parler parce que c'est vrai que quand on est plus jeune, quand on est enfant, notre intuition, elle n'est pas suffisamment développée, donc naturellement, on s'est toujours appuyé sur nos parents. C'est eux qui étaient et qui sont toujours compétents pour nous maintenir en vie. Et c'est en grandissant, à force d'acquérir certaines expériences qui nous sont propres, c'est là qu'on commence à repérer les situations dangereuses ou périlleuses. Et on ne le dit pas assez, mais l'intuition, c'est une forme d'intelligence. C'est pas juste une sensation hasardeuse dans ton cœur ou dans ton ventre, c'est que tu as reconnu quelque chose, tu as reconnu des schémas que tu n'as peut-être pas réussi à définir clairement, mais il y a un truc qui se passe et ton corps il te le dit. Donc si quelque chose te semble suspect, c'est probablement le cas. Faut vraiment être vigilant, faut se faire confiance, faut beaucoup s'écouter. Et même quand on ignore à plusieurs reprises notre intuition, ça finit par brouiller complètement notre système d'alerte interne, si on peut dire ça comme ça. Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance et il faut faire confiance en son jugement. Et ça me permet aussi de rappeler que avoir confiance en soi, s'estimer, c'est savoir, comprendre qu'on est tous dignes d'être bien traités par notre entourage, par notre famille, par nos amis, etc. C'est important de le rappeler aussi parce que suffit qu'on ait grandi dans un environnement qui n'était pas forcément favorable à cette croyance, on va dire. Et en fait, on sait pas qu'il y a des choses qui ne sont pas censées nous arriver, il y a des choses qu'on n'est pas censé tolérer, il y a des choses qu'on n'est pas censé laisser passer. Que ce soit des comportements ou juste un manque de respect qui n'ont pas lieu d'être. Non, faut rien laisser passer. Essayez d'être ferme quand vous remettez les gens à leur place, que ce soit à l'école ou, je sais pas moi, en stage, au travail. Il faut être carré sur ça. Et je sais pas si on prend l'exemple d'une blague déplacée, une blague soi-disant inoffensive, c'est plus facile en vrai de rien dire et de rigoler avec les autres. Parce que tu dis que non, vas-y, je vais pas laisser le malaise s'installer, je vais le laisser couler. Et des fois, carrément, on peut se persuader que l'autre, il voulait pas mal. C'est peut-être la vérité, mais plutôt que de laisser couler, moi, je vous conseille de clarifier. Vraiment, vous êtes direct, surtout s'il y a des gens autour. Tu demandes, mais en fait, t'entends quoi par là exactement? Je suis pas sûre d'avoir compris, tu veux m'expliquer? Et si c'est inoffensif, ok, tant mieux, j'ai envie de dire. Vous dites ok, pas de souci, mais quand c'est déplacé, déjà la personne en fait, elle va comprendre que peut-être que là j'ai un peu déconné. Mais c'est important de dire en fait que vous n'êtes pas confortable. Donc vous dites, par contre la prochaine fois, évite. C'est pas mon délire. Ou dites non, t'es pas obligé de me parler comme ça, ou t'es pas obligé de parler de ça. Faut le dire. Surtout quand il s'agit de racisme ordinaire. Franchement, pour ceux qui sont en Europe ou qui vont se rendre en Europe, vous allez vivre certaines situations. Il faut être prêt.
Faut être prêt parce que si personne ne relève, si personne ne fait savoir que c'est inapproprié, ça va se répéter. Donc tu vas laisser passer 1, 2, 3 fois des choses mineures, mais ce sera encore plus difficile de les recadrer lorsque ça ira loin. Dès le début, faut dire stop, ou faut dire ah non, par contre, là, non. Franchement, par rapport au fait de laisser le malaise s'installer, moi je suis de l'avis que c'est même pas ma responsabilité déjà de supporter un inconfort ou un quelconque malaise juste pour que le reste de la pièce se sente bien, quoi. Moi tu me mets mal à l'aise, on va tous être gênés dans la salle, y a rien. Après je comprends aussi que c'est pas une solution évidente pour tout le monde, c'est ma personnalité, moi j'ai aucun mal à le faire. D'autres personnes ont plus de répondants et plus d'humour, donc elles vont gérer ça d'une différente manière. Et pour les personnes qui sont vraiment lisses et qui sont pas à l'aise avec la confrontation, faut quand même faire ce travail et essayer, ou de caser vraiment. Comment je pourrais dire ça en français? Tu te prends en main, quoi. Tu te prends en main et tu te laisses pas marcher dessus. Je vais faire un aparté pour les jeunes filles en particulier. Bon, ça peut concerner aussi les garçons, mais faut dire la vérité, c'est plus pour les jeunes filles. Faut être consciente que vous avez un droit à disposer de vous-même que les autres n'ont pas. Donc respectez ce droit et faites en sorte qu'il soit respecté. Vous allez tout le temps être confronté dans la vie à des gestes déplacés, des gens qui vous touchent sans votre accord ou qui sont juste insistants. Et c'est important que vous soyez consciente du principe du consentement et que vous leur devez rien. Vous n'êtes pas obligé d'être agréable, vous n'êtes pas obligé d'être souriante et de laisser passer juste pour ne pas mettre la personne mal à l'aise, pas du tout. Quitte à passer pour la meuf qui a pas d'humour, la meuf qui est susceptible, etc. Il faut vraiment se détacher de cette peur en fait. Vous savez que c'est pas la vérité. C'est plus difficile pour eux d'admettre qu'ils sont en tort d'ailleurs que de vous faire culpabiliser, donc non. Moi par exemple, on m'a tout le temps dit que j'étais froide ou réservée. Il y a plein de gens qui avaient une facilité à me dire de me détendre, mais absolument pas en fait. C'est pas moi de me détendre, c'est à toi de comprendre mes limites, tout simplement. Si c'est pas drôle, je rigole pas. Si je veux pas que tu me touches, je te le fais savoir en fait. Fin. Après, je suis consciente que je peux avoir l'air intimidante, voire agressive. En fait, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, c'est le but. Ça n'empêchera pas certains relous de venir me déranger. Mais déjà, si ça peut écarter une bonne partie, moi, je suis très à l'aise avec ça. En fait, personne va comprendre aussi bien que les femmes et les jeunes filles que c'est hyper désagréable et épuisant d'être constamment sollicité, envahi dans son espace personnel, etc. Et ça, presque tous les jours. Hein. T'es là, tu vas faire les courses, vous faites la queue, il y a des gens derrière, ils savent pas attendre et respecter une certaine limite. Obligé de te coller comme si... non, en fait, je te connais pas, frère. Ah non, faut être strict sur ça, les filles. Moi, depuis que j'ai décidé que j'allais pas laisser les gens me mettre mal à l'aise, je suis bien, je suis tranquille. Je suis sereine. Et c'est même pas une question genre de ouais, je fais la meuf fraîche et tout. Non, c'est juste parce que je suis un individu de sexe féminin. C'est une expérience universelle en tant que femme et il faut en parler. C'est hyper oppressant, il n'y a pas d'autre mot en fait. Donc, désolée, les filles, vous allez devoir apprendre à être la connasse dans l'histoire de quelqu'un. Mais au moins, vous vous sentirez mieux. Vous vous sentirez mieux d'avoir réagi plutôt que d'avoir attendu que ça se passe. Vu comment le monde il est, il y aura toujours des gens qui se croient tout permis dans tous les contextes. Donc ça arrivera souvent. Faudra être prête à gérer. Bon, après, quand même, je tiens à vous rassurer qu'il y aura toujours des personnes qui sauront vous traiter avec respect et être compréhensifs quand vous mettez vos limites. Des fois, c'est vraiment juste par inattention. L'autre fois, j'étais à l'aéroport. Vous savez, au moment de récupérer les bagages, il y a toujours un petit brouhaha, c'est un peu le bordel et tout. Mais là, franchement, on n'était pas beaucoup, c'était un petit vol. Et il y a un mec, il arrive comme ça, il commence à me pousser. Et en fait, il regarde même pas dans ma direction, mais je me suis dit, mais si je laisse faire, en fait, il va m'envahir comme ça, là. Et déjà qu'il fait chaud, en petit chien, je peux pas. Je peux pas gérer ça. Donc j'ai dit direct, non, par contre, arrêtez de pousser, vous voyez bien qu'il n'y a pas de place. Et il me regarde, et en fait, je pense que ça l'a un peu déstabilisé. Et puis il s'excuse, il dit, non, mais pardon, c'était pas mon intention, je vous voyais pas, non, enfin. Frère, je suis plus grande que toi, hein, tu m'as vu. Mais bon, au moins il s'est excusé. Il a pris ses distances, et voilà. J'étais tranquille. Donc non, faut pas hésiter à le faire. Puis je m'arrête quand même pour dire que pour certains là, je suis en train de dire des banalités sûrement, mais encore une fois, pas tout le monde a la chance d'entendre des choses pareilles et encore moins d'en prendre conscience. Et c'est la base pour devenir un adulte bien dans sa tête, bien dans ses baskets, bien équilibré et tout. Puis voilà, juste pour vous montrer un peu les conséquences de ne pas être en capacité de se respecter ou d'avoir une certaine estime de soi, ça peut déjà vous causer d'avoir des doutes constamment. Ça veut dire que t'es jamais à l'aise avec ce que tu fais, tu questionnes tout le temps. T'es tout le temps en recherche de l'approbation des autres. C'est une vie misérable de vivre comme ça, je suis désolée. Quand tu vis pour les autres, ta pire vie carrément. Je
pense que c'est la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est de retomber dans ça, parce que forcément quand t'es jeune, t'es impressionnable, t'as un besoin d'être en adéquation avec le groupe majoritaire, donc c'est normal. Mais quand tu grandis, t'apprends à développer ta propre individualité, t'apprends à ne pas te forcer à faire comme les autres. En fait, c'est que tu développes une certaine estime de soi. Donc quand tu développes ça, déjà tu arrêtes de te juger trop négativement, tu arrêtes de te dénigrer, d'être hyper focus sur tes faiblesses ou tes échecs, et surtout, tu apprends à ne pas te laisser maltraiter par ton entourage, par tes amis ou par les inconnus, parce que tu sais que tu mérites mieux tout simplement. Et le risque aussi, c'est vraiment d'accepter des comportements qui sont graves, y compris la violence verbale comme physique. Quand on n'a pas appris à s'aimer, quand on n'a pas appris à se respecter, quand on n'a pas eu un entourage bienveillant, souvent ça fait un cercle vicieux. On croit qu'en fait on mérite rien de mieux parce qu'on a connu que ça, et ça se répète, ça se répète. Et là, c'est le moment où je vais carrément tout whipper, mais écoutez-moi jusqu'au bout, vraiment hear me out. Vous allez voir où je vais en venir. Pourquoi c'est important de développer une estime de soi au niveau de la communauté. Moi, je pars du principe qu'on est une communauté forte, solidaire, si on a des individus qui sont confiants, qui croient en eux, qui sont capables en fait de soutenir les projets des autres, etc. Si tu crois pas en toi, si t'as pas une bonne estime de toi, comment tu peux avoir la capacité de soutenir les projets des autres ou les idées des autres si toi-même déjà t'es persuadé que t'es bon à rien? Donc forcément tu vas projeter tes biais là sur les autres et tu penses qu'en fait personne ne mérite d'avoir accès à des choses que t'as pas faites pour toi par exemple. Je sais pas, hein, c'est tout bête. Pareil, quand on regarde les personnes qu'on a élues pour nous diriger, pour moi, si t'es un élu qui a une pauvre estime de toi-même, t'es pas en mesure de mettre les intérêts des autres en premier. Toi-même déjà tu penses que ta seule opportunité de faire avancer ta vie c'est de manger sur le dos des autres. Donc forcément, tu vas pas t'investir à 100% et tu vas plus être enclin à accepter des choses qui vont te servir toi et pas les autres en fait. Bon, ça c'est un exemple comme un autre, hein, mais faut en être conscient. Ça nous dessert en tant que communauté de ne pas être solidaire et de ne pas avoir des gens confiants ou qui croient en eux. Même pour les générations qui suivent, pour moi, vous n'êtes pas capable d'aspirer à de grandes choses, vous n'êtes pas capable d'œuvrer pour votre avenir si on ne vous a pas appris que vous en êtes capable, tout simplement. Et pour en revenir d'ailleurs à ce que je dis par rapport à ceux qui nous gouvernent, il y en a qui souffrent de mal-être profond, hein. Ça, on n'en parle pas assez, mais on pense à tort en fait que les dirigeants, c'est des personnes talentueuses sur tous les points, équilibrées partout, qui savent penser par eux-mêmes, mais souvent c'est juste des exécutants, hein, faut le dire. Là, je parle particulièrement du modèle occidental. Par exemple, notre président actuel, j'espère que je vais pas avoir des problèmes avec ça, mais notre président actuel, moi je trouve, il avait juste un charisme suffisant pour faire le sale boulot, c'est tout. Enfin, il suffit de regarder son programme avant ses élections. En fait, il nous a promis de grandes choses, ça se voyait qu'il avait à cœur, enfin ça se voyait. On pouvait croire qu'il avait à cœur le bien-être des Français, qu'il se souciait de pas mal de problématiques et tout, mais absolument pas. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est aux antipodes de tout ce qu'il nous a vendu. Il n'avait aucune conviction, ce mec. C'était juste le support des grandes fortunes qui lui a permis d'être là où il est. Et franchement, si je devais aller plus loin, hein, pour moi, le système actuel, il permet même pas aux personnes saines d'esprit d'accéder au pouvoir. Soit on t'a choisi pour incarner un plan, soit toi-même tu t'es réveillé un jour et t'as décidé que, en fait, ouais, j'ai la capacité de diriger une nation. Je suis en mesure de diriger une région, un département, pour servir ma vision du monde. Enfin, faut un melon de ouf, hein. Et vous pouvez me traiter de complotiste si vous voulez. Je m'en fiche, c'est ma direction artistique. Moi, je pense que le monde du travail aussi, c'est ça. Tu veux pas, enfin, dans les grands groupes, hein, tu veux pas gravir les échelons de dingue, être une personne normale. Enfin, je trouve que les deux, c'est... Pour avoir travaillé dans des endroits qui sont assez élitistes, on va dire, j'ai vu en 4K. Franchement, pour évoluer, enfin, faut se soumettre à plein de dingueries. En fait, littéralement, t'es le larbin pendant des années. Et puis, un jour, on te remercie d'avoir été au service de tout le monde et on te permet de t'asseoir à une table. Donc, enfin, je sais pas, hein, pour moi, si tu fais ça pendant des années et des années, pour atteindre un certain niveau, c'est que soit à la base, t'avais pas une bonne estime de toi, soit t'avais tellement un besoin de dominer que ça en était pathologique, en fait, t'étais prêt à tout. Pour moi, une communauté forte, une communauté qui va de l'avant, elle repose sur des individus qui sont confiants, qui croient en eux, et qui n'acceptent pas qu'on les traite comme de la merde, franchement. Et si je devais parler à l'échelle des Mahorais, je trouve que ça fait partie des raisons qui nous font accepter des conditions de vie qui sont indécentes. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais si je devais généraliser, c'est une des explications. Parce que
Tu t'es pas exigeant en fait avec ce qu'on te propose. Ça fait des années qu'il se passe des trucs de ouf ici. Après, on va pas se mentir, il y a des aînés qui ont parlé, il y a des aînés qui sont révoltés et tout. Mais de manière générale, je trouve que ce sentiment n'est pas assez collectif. Sinon, l'indignation, elle serait beaucoup plus forte. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les darons, là. Rien que après Chido, quand le président Macron il est venu nous chier dessus, les darons, elles ont parlé en fait. Elles ont rien laissé passer. Elles ont dit aujourd'hui, on va crier. Elles avaient trop raison. Non, parce qu'en fait, elles ont compris qu'on mérite mieux, que leurs enfants méritent mieux, et que si personne ne dit rien, les choses vont pas aller dans notre sens. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces dames. Elles ont osé dire les choses clairement au monde du gouvernement, et c'est pas tout le monde qui a su faire ça. Hein. Et après, franchement, je vais quand même dire que c'est pas juste parce qu'on est maoré qu'on est comme ça. Non, c'est le système capitaliste de manière générale qui fait ça pour que le groupe soit plus contrôlable. Et ouais, une communauté avec une haute estime d'elle-même, elle cherchera à se détacher d'un système qui la réduit à sa productivité. Hein. Faut s'en rendre compte. Et ça, d'ailleurs, on ne vous l'apprendra jamais à l'école. Hein. Ça va à l'encontre du modèle capitaliste et autoritaire qui est en place. Je déborde, mais ça mérite un épisode entier carrément, mais ouais, en résumé, si je devais résumer, c'est important de développer une estime de soi, de s'accepter tel qu'on est, de se respecter. Ça signifie pas que tu vas pas t'améliorer, au contraire. Tu prends tes responsabilités quand tu fais une erreur, tu blâmes pas les autres. Et si un défaut prend le dessus, tu acceptes que tu es humain. Tu travailles dessus, c'est tout. Conseil numéro 3. Ça va pas faire plaisir à beaucoup de gens, mais il faut le dire. Il faut le dire parce que si je veux faire la Zouki jusqu'au bout, je dois être carré. Mon conseil numéro 3, c'est d'arrêter d'être en mode tipper pour les garçons, arrêter d'être en mode BDH pour les filles. En gros, être en mode tipper, ça vient d'un mème tout bête, là je le mettrai dans ma story pour ceux qui n'ont pas la ref. C'est un mec qui est en cours et il parle avec une fille en gros. Donc il y a sûrement un pote à lui qui l'a snappé et il a écrit en légende bon, lui il est en mode tipper, c'est bon, genre il est en mode drague quoi. Donc être en mode tipper, c'est être à fond sur les meufs et tout, bref. Et pour moi, l'équivalent, forcément, chez les filles, c'est BDH. Celles qui sont hyper focus sur les garçons, qui parlent que de ça. Enfin, pourquoi je tenais à en parler et pourquoi ça avait une place dans mon épisode? Parce que déjà, en fait, restez concentrés. Même si l'adolescence, c'est hyper intense, les hormones, les émotions et tout, on le sait, c'est scientifique, tout le monde est passé par là. Mais restez concentrés, en fait. Mettez votre énergie quelque part d'autre, carrément. Franchement, il y a tellement de choses à faire. Et je dis même pas ça par aigreur pour mépriser. Hein. Franchement, on est tous passés par là. C'est hyper marrant de parler de son crush du moment, de raconter des trucs et tout à ses copines. Mais je voulais quand même vous rappeler que c'est pas une priorité. Il y a d'autres choses que les crushs dans la vie, surtout qu'au collège, voire même jusqu'à la fac. On est pour la plupart immatures sur le plan émotionnel. Donc c'est un investissement à perte. Après, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, c'est bien d'avoir les goûts tôt, comme ça on apprend et tout. Goumin, c'est peine de cœur en gros. Et bon, ça s'entend, mais c'est aussi le meilleur moyen de détruire son estime de soi parce que tu te mets avec quelqu'un qui sait pas te traiter correctement. Et franchement, si on est honnête, il n'y a pas que les relations amoureuses qui sont dures. Les amitiés, c'est compliqué. Moi, j'ai vécu des crises pas possibles. Entre le lycée et la fac, c'est difficile à gérer. Voire même des fois, c'est les relations familiales aussi qui vont t'apprendre que, en fait, les relations humaines, c'est compliqué. Et aussi, franchement, ce qu'on vous dit pas assez, ce dont on ne parle pas assez, c'est que être BDH ou BDG, ça peut durer hyper longtemps en fait. C'est pas juste une phase quand t'es jeune. Moi, j'ai 27 ans. Je vois encore plein d'adultes de mon âge ou même plus vieux qui sont encore hyper obsédés par le sexe opposé. C'est pas normal ça. T'es là, tu parles que de meufs, tu vis que pour les meufs. Quand on te demande tes dernières actus, c'est jamais à propos de toi, c'est toujours à propos de ta dernière relation. C'est pas normal d'être comme ça, sérieusement. Non, mais il faut le dire, hein, en tant que musulman, c'est pas le chemin qu'on est censé suivre pour le mariage. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bah, petite parenthèse d'ailleurs, franchement, ne venez même pas me demander des conseils sur vos flirts, vos copains et tout. Moi, je vous dis la vérité, si c'est ma dictature, ma direction artistique, mes règles. Moi, je suis une jaoula hyper aigrie sur ces sujets. Donc, ne venez pas me raconter des histoires de oui, mon mec ceci, ma meuf ça. Non, on n'en discutera pas. Moi, je veux juste vous demander de quitter ça. Me dites pas, ah, mais c'est compliqué, mais c'est non. En fait, non, vous avez mieux à faire, les gars, sérieusement. Bref, conseil numéro 4, ne prenez pas les choses personnellement. Ça, c'est un conseil que ma mère m'a toujours répété. Chaque fois que je lui racontais un truc qui m'arrivait ou une dinguerie qu'on m'avait faite, un conflit ou autre, elle me disait tout le temps ça. Faut laisser couler, en fait. C'est pas contre toi.
Et il faut pas prendre les choses personnellement. Et franchement, c'est la vérité, c'est jamais à propos de nous. Quand quelqu'un nous traite mal ou nous ignore ou nous manque de respect, je sais pas. En fait, notre première réaction, c'est de se demander pourquoi il m'a fait ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout. On commence à se remettre en question. Mais franchement, dans allez, 90% des cas, ça je dis au hasard, hein, c'est une stat au hasard, dans 90% des cas, ça n'a rien à voir avec nous, sérieusement. Et en plus, j'ai appris ça là, il n'y a pas longtemps, c'est un concept en psychologie sociale. On parle d'effet projecteur. En fait, c'est comme si on surestimait énormément à quel point les autres font attention à nous. Et ça, c'est une réalité. Alors qu'en vrai, les gens, ils réagissent pas en fonction de nous, c'est en fonction d'eux-mêmes. Ce qui va les influencer réellement, c'est leur propre histoire, leur trauma, et enfin leur niveau d'intelligence émotionnelle, faut le dire aussi. Mais en tout premier, c'est pas nous. Et pour moi, je pars du principe que si tu ne m'as pas dit clairement que tu as un souci avec moi, c'est qu'il n'y en a pas. Si quelqu'un te parle froidement ou qui devient distant, bah, peut-être que la personne elle traverse une période compliquée où elle est elle-même distraite par des choses de sa vie. On n'est pas le centre du monde des autres et tant mieux, j'ai envie de dire. Et dans la même logique d'ailleurs, moi j'estime que si tu as réellement un souci avec moi et que je suis la dernière au courant, c'est pas ma responsabilité de venir te railler. C'est pas ma responsabilité de venir te supplier en qu'on se rabiboche, quoi, entre guillemets. Fallait me dire, en fait. Si t'étais pas contente ou si t'avais un problème, fallait me le dire. Désolée. Moi, je me prends plus la tête. Je suis hyper sérieuse. Parce que, en fait, quand on passe autant de temps à s'inquiéter des sentiments des autres, on devient leur esclave, hein, littéralement. Quand tu y penses, genre, par exemple, une personne de ton entourage, du jour au lendemain, elle te fait la gueule. Tu sais pas pourquoi. Vraiment, la raison a été inconnue. Et genre, ça te préoccupe toute la journée. Et je trouve que ça sonne trop fou quand on dit ça comme ça. Et je vous dis ça, mais moi-même, je suis passée par là, hein. Je me suis déjà retrouvée dans des situations où je vais repasser en boucle une conversation, où je vais relire des messages, juste pour capter à quel moment j'ai dit un truc de travers qui a fait que la personne, elle s'est retirée ou elle m'a ghosté, j'en sais rien, moi. Mais faut pas penser comme ça, tu peux devenir fou, littéralement. Moi, j'ai décidé d'arrêter d'être folle, donc c'est bon, je gère plus ça. C'est plus mon dos, c'est plus de mon ressort. Et après, à vous d'ajuster vos comportements en fonction des situations. Et puis, aussi, c'est important de le rappeler, si on laisse les gens être autonomes avec leurs émotions, ils finiront par apprendre à communiquer, tout simplement. Soit ils vont se faire aider, soit ils vont chercher des solutions, soit ils vont juste se faire violence, comme tout le monde. Mais on est tous grands, hein, ça y est. C'est les enfants qu'on accompagne pour les apprendre à comprendre, définir leurs émotions et tout. Tu fais pas ça avec les adultes, c'est pas à toi de faire le travail. Donc, lâcher prise vraiment par rapport à ça. Ne pas prendre les choses personnellement, c'est aussi se libérer d'un stress inutile. On ne pourra pas toujours comprendre les raisons des comportements des autres, c'est pas votre problème. On ne pourra pas contrôler les émotions des autres et surtout on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Plus vous allez lâcher prise et plus vous allez gagner en sérénité finalement et être à l'aise avec vous-même. Vous n'allez pas vous parasiter avec des futilités. Et ça me permet de transitionner sur mon dernier conseil, conseil numéro 5. Tout est éphémère dans cette dunya. Tout est éphémère dans cette dunya parce que la vie, c'est une succession de cycles. Rien ne dure. Et ça, c'est une réalité qu'on doit intégrer assez tôt. Surtout quand on est jeune, en fait, parce que le collège, le lycée, même la fac, des fois, c'est des périodes. Il peut nous arriver des dingueries ou des événements qui sont marquants et on se dit, mais ça va être déterminant pour le reste de ma vie. Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est vraiment juste des phases intermédiaires. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera juste des souvenirs. Ou allez, une page dans ton journal intime pour ceux qui tiennent un journal intime, mais c'est tout, c'est vraiment pas si deep que ça. Je trouve que Shido, ça nous a beaucoup rappelé que on peut tout perdre du jour au lendemain. On peut tout cocher dans la vie et le lendemain, t'es de retour à zéro. Parce que rien n'est acquis. Et par rapport à la religion, c'est une chose qu'on nous rappelle constamment dans le Coran, c'est que tout ce qui est sur terre, c'est destiné à périr. La vie ici-bas, c'est une illusion, c'est un passage, c'est un test. Rien ne nous appartient. Ce qu'on possède aujourd'hui peut disparaître du jour au lendemain. Donc non, faut pas s'attacher à ce qui est temporaire. L'argent, ça peut nous manquer demain alors qu'on en avait plein aujourd'hui. La santé, ça peut partir demain alors que tu es en pleine forme hier. Et je trouve que c'est important de garder ce raisonnement quand vous allez décider de laisser des gens faire partie de votre entourage ou non. Ou même lorsque c'est la personne qui a décidé de ne plus être dans votre vie, de rompre le lien, ça permet d'accepter beaucoup de choses. C'était une étape nécessaire quelque part. C'est pas grave. Je comprends que ça peut être difficile de passer à autre chose. Ça peut prendre du temps, certes, mais tout le monde le fait.
Tout le monde y parvient, faut être certain de ça. Donc oui, ce qui devait partir, ça devait partir. Faut apprendre à l'accepter. Ce qui reste, ça évolue aussi, ça change. Ça va pas rester immuable. Et tant mieux, quelque part, c'est la preuve qu'on évolue finalement. Moi, personnellement, ça me rassure énormément de savoir que tout est éphémère, parce que ça signifie que je vais constamment me renouveler. Ça signifie que, ok, il y a une fin, mais ça veut dire aussi un nouveau départ. Tu rencontres de nouvelles personnes, tu apprends à développer une nouvelle dimension de ta personnalité parce que ces personnes-là vont ajouter une nuance dans tes comportements, dans tes réactions. C'est comme apprendre à découvrir des parties de soi qui ne peuvent être révélées que par ces nouvelles personnes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un bienfait de fou en fait, parce que ça veut dire que ta vie, elle pourra toujours prendre une nouvelle direction, si ce n'est une meilleure direction. Et je vais un peu ruiner l'ambiance. Le fait de comprendre que tout est éphémère, c'est aussi accepter que nos proches ne sont pas éternels. Faut qu'on en soit conscient. Le deuil, c'est inévitable, et c'est parce qu'il est inévitable qu'il faut qu'on apprécie la vie tant qu'elle est là. Il faut qu'on soit reconnaissant. Même si on passe des cycles qui sont assez durs, le deuil, c'est une étape très dure de la vie. Après, évidemment, ça signifie pas qu'il faut être passif. Non, au contraire, tu dois œuvrer pour ce qui compte, justement. Et c'est un rappel à moi-même avant tout. Mais moi, si je savais, par exemple, que c'était la dernière fois que je passais du temps avec quelqu'un ou que je parlais avec quelqu'un, je pense que je me comporterais bien différemment. C'est malheureux, mais faudrait qu'on s'en rende compte plus souvent. Donc ouais, vivez les moments durs avec la certitude qu'ils prendront fin. De la même manière, vivez les moments heureux avec la certitude aussi qu'ils peuvent prendre fin. Dans tout ça, faut remercier Allah. Faut dire alhamdulillah, faut dire alhamdulillah en la kulli hal. Donc alhamdulillah dans toutes les situations. Et je pense que je ne pouvais pas finir mon épisode d'une meilleure manière. Donc si je devais répondre à la question de mon frère, à savoir comment il faut être concentré. Pour survivre à la vie d'adulte, il faut être concentré tout simplement. Tout ce dont j'ai parlé dans cet épisode, ça revient toujours à la même idée. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Il faut mettre de côté tout ce qui n'a pas d'importance ou ce qui n'a peu d'importance. Tout ce qui est superflu, on met de côté. On fait les choses avec intention pour avancer avec confiance. Il faut quand même que je le rappelle, personne n'a la recette exacte pour réussir. Et il n'y a rien de plus subjectif en fait que la réussite. Par contre, il y a des outils pour mieux vivre, pour mieux naviguer le passage à la vie d'adulte. Moi, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de choses que j'ai listées là que je n'applique pas encore à 100%. C'est toujours en cours d'acquisition, on va dire. La vie, c'est un cheminement. Toute ta vie, c'est un cheminement. Et moi, j'en ai pas du tout honte. Il y a des choses que je continue d'apprendre. Et Inch'Allah, si Dieu me le permet, moi, je vivrai suffisamment longtemps pour intégrer tout ça et vivre au mieux. Donc voilà, si cet épisode vous a parlé, partagez-le. Laissez un commentaire pour m'encourager et surtout appliquez ce qui a résonné pour vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, restez dans le bon, restez concentrés. À très bientôt.